Noël est pour beaucoup synonyme de magie, de joie et de célébration. Pourtant, la consommation frénétique qui accompagne cette période ne laisse plus de place à l'esprit de Noël, auquel les anciens se connectaient par des rituels. Qu'y a-t-il d'essentiel derrière Noël que nous ne voyons plus? Pourquoi offrons-nous des cadeaux aux enfants? Que signifie cette bûche sur la table? Pourquoi avoir un sapin chez soi et le décorer? Autant de gestes qui ont souvent perdu leurs origines, leur sens véritable et leur signification. C'est aux côtés d'Audrey Gauduchon, conférencière spécialisée dans les mythes et les contes, et d'Alexandra Viverge, enseignante à la Foundation for Shamanic Studies créée par Michael Harner, que nous explorons quelques pistes sur les origines symboliques et historiques de Noël. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs discussions autour de la naissance de ce mot particulier. De racine latine, c'est natalis dies, c'est-à-dire le jour du renouveau, jour de naissance. Ça peut être en grec néo-hélios, le nouveau soleil, et peut-être en ancien anglais, un mot qui s'appelle geol, qui était aussi une manière de dire Yule. Et Yule est une fête nordique qui fête le solstice d'hiver. Mais qu'est-ce qu'on fête à Noël? On fête le soleil, on fête la lumière. Au moment du solstice d'hiver, vers le 23 décembre, le soleil descend au point le plus bas, comme en été, il monte au point le plus haut. Et astronomiquement, il y a une période étale où le soleil remonte que de quelques degrés pendant plusieurs jours et reprend 5 jours après significativement son ascension. C'est-à-dire que le soleil renaît. Imaginons que pendant cette grande nuit et pendant surtout la journée, courte journée, les gens se réunissaient autour de grands feux et on faisait les offrandes. On brûlait évidemment du bois pour faire ces grands feux et puis une fois que les célébrations sont venues dans les maisons, qu'est-ce qui est resté? La bûche. La bûche, c'est la représentante du feu solaire. C'est Yule log, c'est la bûche de Noël. Généralement, on gardait d'une année sur l'autre un tison du feu, précieusement. Et c'est avec ce tison de l'année passée qu'on rallumait la bûche nouvelle. Et la bûche devait brûler pendant 12 heures. Et cette fête païenne, cette tradition païenne autour de la bûche est restée. On a des traces au Xe siècle, au XVe siècle, dans certains récits où on parle de la bûche. Et puis avec le temps, les grandes cheminées dans lesquelles on brûlait ces bûches, c'est devenu des poêles, et puis les poêles ont disparu. Puis la bûche, c'était juste une bûche décorée, et puis jusqu'au moment où elle est arrivée dans nos assiettes. Puis à côté de cette célébration, on a le sapin, qui est là aussi pas du tout une fête chrétienne, hein. On est vraiment dans les célébrations païennes. On décorait un arbre, et pas n'importe lequel, l'épicéa, parce que en fait, tout simplement, c'est le seul qui, au cœur de l'hiver, reste vert. Pourquoi un arbre? Parce que l'arbre, c'est le centre du monde, c'est l'axe du monde, l'axe autour duquel s'organise l'univers. Dans la mythologie nordique, il y a un grand arbre, l'arbre du monde, qui s'appelle Yggdrasil. Ses racines, c'est le monde du dessous, le milieu, c'est le Midgard, le monde du milieu, le monde des hommes, des géants et des nains, et puis le Asgard, le monde des dieux. Au-delà des rites païens, il y aurait quelque chose d'encore plus ancien, d'ancestral et d'universel dans la tradition de Noël. Comme si une magie cachée pouvait se révéler au travers des symboles. Michael Harner, qui était un anthropologue et puis le fondateur de la FSS, la Foundation for Shamanic Studies, donc qui est une fondation qui étudie le savoir chamanique, qui permet de le préserver et de le développer, a mis en lumière que dans les coutumes de Noël actuelles, il y avait des vestiges des pratiques chamaniques autochtones traditionnelles. En particulier, l'arbre qui sert de point de départ au chaman, il est représenté aujourd'hui dans notre coutume de Noël par le sapin, l'arbre toujours vert. Et cet arbre, on le retrouve dans de nombreuses cultures, c'est l'axe du monde, l'axis mundi, c'est l'arbre-monde Yggdrasil qu'on retrouve dans les cultures scandinaves. C'est l'arbre dont les racines vont profondément dans les mondes d'en bas et dont les branches et la cime vont profondément dans les mondes d'en haut. Et qui permet au chaman, lorsqu'il voyage,
de se déplacer en grimpant. Alors si on parle de l'ascension, bien sûr il peut aller aussi dans les mondes d'en bas, mais en grimpant et en se rendant à la rencontre des esprits du monde d'en haut. Et donc en Sibérie, il voyage vers l'étoile polaire, qui est aujourd'hui l'étoile qu'on met au sommet du sapin. Même si, donc avec la culture chrétienne, c'est devenu la représentation de l'étoile de Bethléem, à l'origine, cette étoile polaire sibérienne, et en particulier le peuple Tchouktch, qui était connu pour voyager dans les mondes d'en haut sur une luge tirée par un renne. Donc il montait voir cette étoile polaire, lui demander des présents, c'est-à-dire de la force pour la communauté, et ils en revenaient, on imagine aisément que ce soit aussi sur la même luge tirée par un renne, dans leur habitation pour transmettre à la communauté ces présents qui leur étaient dédiés. Évidemment, la luge et le renne étaient un moyen de transport qui était utilisé dans la réalité ordinaire, et c'est aussi pour ça qu'il était utilisé dans les réalités non ordinaires. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on met autour du sapin? On accroche des guirlandes de Noël. On entoure le sapin de guirlandes. Avant, c'était des bougies, aujourd'hui, c'est des guirlandes électriques. Ça pourrait être toutes ces étoiles qui gravitent autour de l'étoile polaire et qu'on représente là, dans la réalité ordinaire, par ce sapin couvert de lumière. Avec les années aussi, sont apparues, en particulier en Grande-Bretagne, des figurines, des petits anges qu'on accrochait sur les branches du sapin. Les chamans racontaient que lorsqu'ils coupaient les arbres sacrés qu'ils ramenaient à l'intérieur de leur habitation, leurs esprits à eux, leurs esprits gardiens, venaient s'asseoir sur les branches de l'arbre. Et on voit apparaître au XIXe siècle en Grande-Bretagne une coutume, celle d'accrocher des petits anges, donc des esprits bienveillants, aux branches de l'arbre. Et aujourd'hui encore, on accroche des petites figurines sur nos sapins, des petits anges, des animaux aussi. Donc on retrouve ces pratiques aujourd'hui encore. Alors peut-être qu'elles sont moins nourries du sacré qu'il y avait à l'époque, mais elles existent toujours. Comme dans tout voyage, il faut un point de départ. Et le point de départ est essentiel pour le chaman, c'est aussi son point d'arrivée. Un point de départ qui revient souvent dans différentes cultures, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, même en Chine, c'est la fumée. C'est-à-dire la fumée de l'âtre, sur laquelle le chaman va se concentrer, et puis il va laisser son âme se faire porter par la fumée, et il va ascensionner, donc pour le coup, ça, dans les mondes d'en haut, à la rencontre de ses esprits. D'une manière générale, le chaman il va voyager pour sa communauté, pour apporter de la force, que ce soit de la force de guérison ou que ce soit des enseignements, qu'il le fasse pour la communauté entière ou pour un membre. Finalement, en termes chamaniques, ça revient au même. De s'occuper d'un membre de la communauté, c'est de s'occuper de la communauté tout entière. Et quand il voyage, il va à la rencontre d'esprits, c'est-à-dire de manifestations de l'univers intelligentes qu'il connaît et avec lesquelles il travaille depuis longtemps, en qui il a confiance, des énergies qui vont être bienveillantes à son égard et à l'égard de sa communauté, et à qui il va demander ses forces, à qui il va demander des présents pour sa communauté, en fait, des dons, des cadeaux. Donc cette fumée, évidemment, elle est souvent produite par le feu de l'âtre, et si on se penche sur les cultures sibériennes ou même les cultures d'Amérique du Nord, ce feu eh bien, était au centre de l'habitation, et puis il y avait au sommet de l'habitation un orifice pour que la fumée puisse s'évacuer, mais aussi pour que le chaman puisse sortir et monter dans les mondes d'en haut. Avec le temps, cet orifice s'est aménagé de conduits et est devenu une cheminée. Et alors c'est amusant parce que si on regarde les premières gravures sur bois européennes qui représentent des chamans, et à l'époque on ne les appelait pas des chamans en Europe, on les appelait sorciers ou sorcières, eh bien on les voit justement traverser ce conduit de cheminée pour aller voyager dans les mondes d'en haut. L'ancêtre du Père Noël le plus probable, surtout dans notre monde catholique et chrétien, c'est Saint Nicolas.
Saint Nicolas, c'était un évêque, plus en Turquie. Il était réputé pour être généreux, bon et surtout le saint protecteur des petits-enfants. Et donc ce Saint Nicolas, très célébré en Europe de l'Est et du Nord, va voyager avec les colons allemands, hollandais, jusqu'aux États-Unis. Et Santa Claus. Au XIXe siècle, il y a eu l'ère de la révolution industrielle. Et puis, comme par hasard, ce Saint Nicolas est devenu ce Père Noël qui avait une usine à jouets dans le pôle Nord. Il faut savoir qu'un évêque a une robe rouge avec de la fourrure blanche. Ça ressemble étrangement au costume de notre Père Noël actuel. Il y a une légende qui dit que c'est Coca-Cola qui aurait imposé cette image du grand-père barbu, joufflu, avec sa tenue rouge comme Coca-Cola, mais en réalité, déjà, c'est pas Coca-Cola, ce sont des